Après le mouvement des Gilets jaunes en 2018, puis les deux périodes de confinement en 2020, on a vu ces tendances, les tendances à l'œuvre dans les habitudes de consommation des Français, s'amplifier. Les Gilets jaunes, à l'époque d'ailleurs, estimaient qu'ils allaient se battre parce qu'ils perdaient des commerces de proximité. Et c'est dans les villes où ils en avaient le plus perdu qu'il y avait le plus de Gilets jaunes. Cette résistance aussi du développement de la vente en ligne, du e-commerce, elle est plus forte en France que chez ses voisins. L'aspiration locale aussi, l'aspiration au juste, dans la droite ligne de ce qu'on pourrait appeler fièrement notre exception culturelle, mais vous le savez, dans la ligne de notre histoire, celle d'un pays agraire, d'un pays de la qualité totale et du colbertisme. Et le report de la demande des Français vers le e-commerce pendant les confinements a finalement contraint la plupart des commerçants physiques à fermer, alors que dans le même temps, Amazon a établi des records de vente. Au niveau mondial, ils ont fait 40% de croissance annuelle au second trimestre 2020. C'est 89 milliards de dollars sur un trimestre, avec un bénéfice trimestriel qui a doublé, 5,2 milliards. C'est un record. Seulement, ces confinements, ils ont aussi réussi à fédérer une masse critique, une masse de résistance face au modèle hégémonique d'Amazon. Et c'est devenu un enjeu politique, un électorat. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, en novembre 2020, donc à l'apogée d'Amazon, a dit publiquement dans la presse, je le cite, il ne faut pas qu'Amazon soit le grand gagnant de cette crise. Et les lignes de presse à l'époque ont fleuri contre le modèle Amazon. Il y a des livres aussi, certains très bien documentés, que vous pouvez trouver qui vont aller creuser. Pour moi, ça ne vaut pas le coup forcément de rentrer dedans parce que le modèle évolue tellement vite que ce sont les médias qui en parlent le mieux. À l'époque, la France, par exemple, a investi 100 millions d'euros pour digitaliser tous ces petits commerces, pour passer en fait de une boutique sur 3 à une boutique sur 2 de digitaliser avant et après la crise. Et puis les enseignes nationales françaises ont accéléré leurs efforts en expérimentant le Web to Store, le Click and Collect et le Drive qui depuis ont été maintenus dans la plupart des enseignes. Ça leur a permis de fidéliser des consommateurs qui s'étaient convertis au digital pendant le confinement. Et si on est plus précis, on voit un point de bascule. Le point de bascule, c'est Noël 2020. À ce moment-là, le consommateur français, il est devenu mobile first. C'est-à-dire que 42% des Français ont fait leurs achats de Noël à partir d'un smartphone. C'est-à-dire que c'est 22 milliards de dollars de plus qu'en 2019, selon une enquête d'Adobe. Alors, comment c'est possible? D'abord, c'est grâce à la construction d'une vraie architecture omnicanale. C'est-à-dire avec une multiplicité, mais surtout une interaction des canaux de vente, et notamment des stocks, et des dispositifs commerciaux, des bons de fidélité, etc., qui ont permis des alternatives dans tout le parcours d'achat pour les consommateurs français. Cette révolution, elle avait été engagée déjà par les distributeurs pendant quelques années avant le confinement. C'est des choses qui prennent du temps, qui sont très coûteuses. Et cette architecture, elle place quand même le magasin, elle lui laisse sa place, elle le place même au cœur du parcours d'achat. D'abord parce qu'elle multiplie les canaux de vente qui vont y mener, et parce qu'elle permet des interactions qui, sur le lieu de vente, améliorent l'expérience du consommateur. Et ça montre que les taux de transformation sont bien plus élevés en magasin d'ailleurs qu'en ligne. Ça, et aussi peut-être parce que les distributeurs cherchent à tout prix à y diriger leur audience via le drive to store et via des dispositifs de localisation de magasins, ce qu'on appelle le store locateur, mais aussi de localisation des produits, le product locateur. Je vous recommande par ailleurs, pour les librairies dans le combat contre Amazon, l'excellent site Place des libraires ou des librairies parisiennes démontre par le product locateur comment trouver un livre autour de chez soi. Évidemment, c'est le click and collect, mais aussi la réservation ou la prise de rendez-vous en ligne qui a transformé l'expérience des consommateurs. Maintenant, les investissements dans le web in-store se multiplient aussi. Bon, pour améliorer l'expérience client, mais aussi pour développer une performance commerciale en fluidifiant les parcours d'achat, en élargissant l'offre, voire d'ailleurs en proposant les services d'un vendeur connecté, les fameuses intelligences artificielles, les robots. Il y a des enseignes qui font même de leurs magasins des entrepôts au service simplement de la livraison du client final. C'est ce qu'on appelle le ship from store. Leur objectif, c'est de réduire les délais, de réduire les coûts de livraison, parfois d'éviter des ruptures de stock, d'éviter la pollution et de présenter l'intégralité de leur catalogue en magasin comme en ligne grâce à l'unification des stocks au sein du réseau. Des géants comme Ikea ou Zara investissent massivement là-dessus. Ce process s'étend d'ailleurs déjà à de nouveaux modes et à de nouveaux dispositifs de vente. On parle du commerce conversationnel, vous savez, c'est les fameux chatbots, là, les robots de messagerie instantanée. Il y a aussi des voicebots, c'est des assistants vocaux. Vous y avez tous plus ou moins eu affaire.
Fnac a innové en lançant les premiers en France un service client sur WhatsApp, on peut converser en direct avec un robot, et Google Assistant permet d'ores et déjà de commander, d'acheter via sa voix, Alexa aussi d'Amazon, mais on voit en 2023 notamment le développement avec ChatGPT des intelligences de langage, des intelligences artificielles qui vont permettre de reconnaître une question et d'y répondre, bien plus finement qu'auparavant. La réalité virtuelle aussi, qu'on nous annonce depuis une décennie, promet de prendre enfin plus de place, notamment dans le lieu de vente ou avec le e-commerce, peut-être d'ailleurs avec le lancement, peut-être un succès, de l'Apple Vision Pro en 2024. C'est leur casque de réalité virtuelle. Et ces développements technologiques promettent de complexifier encore plus les schémas organisationnels entre des systèmes d'information, des dispositifs logistiques qui deviennent énormes et des plateformes de commerce unifiées. Cette perspective forme un espèce de new retail à la française qui doit pouvoir à terme propulser des champions européens, peut-être même des champions mondiaux. Le new retail, on ne l'a pas inventé, hein. C'est un concept qui a été popularisé par Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Et en gros, le new retail, il vise à offrir aux clients un commerce unifié, un commerce sans frontières, sans couture, on dirait, en construisant un écosystème qui va fusionner tous les canaux online et offline grâce aux données des consommateurs. Cette transformation digitale, elle nécessite des moyens, vous imaginez, considérables que de nombreux distributeurs n'ont plus ou n'ont pas, d'où une phase de rapprochement qui s'est initiée il y a déjà plusieurs années. Elle a commencé en 2016 avec la reprise de Darty par la Fnac, ce qui a donné naissance à un leader européen de la distribution omnicale de la culture. Il y a aussi eu quelques ratés, comme quand la SPAC, vous savez, c'est un véhicule d'investissement qui permet de coter en bourse de l'argent pour pouvoir racheter un leader d'un marché. Et donc une SPAC qui s'appelait 2MX Organic, menée par Xavier Niel, Mathieu Pigas et Moez Alexandre Zouari. C'est un self-made man, quelqu'un qui exploite 1500 magasins sous enseigne Picard, Franprix, Monoprix, et qui avait d'ailleurs voulu racheter Jiffy pour 1,5 milliard d'euros en 2022, après avoir mis la main sur Maxi Bazar et Stocomanie. Ce trio a voulu racheter en décembre 2020 Grand Frais, vous savez, cet acteur majeur du commerce responsable de l'alimentation. Et finalement, ils ont été repoussés par les fonds, et ils ont jeté leur dévolu sur InVivo Retail, qui est une filiale d'une coopérative d'agriculteurs qui détient notamment les Jardiland et les Gammes Verts. Ils ont créé ensemble Teract en 2022, et c'est Teract qui en juillet 2023 s'est positionné pour racheter le groupe Casino, qui faisait face à une énorme dette, une énorme crise de sa dette, et cette offre fait face à celle d'un milliardaire français qui s'appelle Marc Ladret de Lacharrière, qui s'est associé pour l'occasion à un Tchèque qui possède notamment des groupes de médias en France, qui s'appelle Daniel Kretinsky. Et d'ailleurs, les cessions d'actifs français dans la distribution à des groupes étrangers sont de moins en moins rares. But, par exemple, avait été vendu en 1997 à un Britannique, Kingfisher, Conforama avait été vendu en 2011 à un Sud-Africain, Steinhoff, et Babou s'est vendu en 2018 au Britannique B&M. Leader Price, vous savez, s'est vendu à l'allemand Aldi et Lapeyre à l'allemand Mutares en 2020. C'est But finalement qui a été racheté aussi en 2016 par un Autrichien qui s'appelle XX Lutz et qui a racheté aussi Conforama en 2020 avec l'aide du fonds américain CDR. Carrefour en 2020 a voulu se revendre à un groupe québécois qui s'appelle Couche-Tard, qui réalise 2 fois moins de chiffre d'affaires que lui mais qui pèse 2 fois plus gros en bourse. Et cette vente a été bloquée par Bercy au nom d'un décret, le décret Montebourg de 2014, qui est relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable. D'habitude, c'est pour des entreprises stratégiques, dans la défense, notamment le militaire ou la cybersécurité. Mais en 2019, le décret a été élargi à la distribution de produits agricoles. Et finalement, c'est en creusant les inégalités entre distributeurs sur leur transformation digitale que cette crise économique, cette crise politique, va accélérer encore cette consolidation. Parce que ça appelle de nouvelles logiques, notamment la logique de coopétition. C'est la coopération entre concurrents. On l'a vu par exemple avec ce qu'on appelle les shop-in-shop, qui se sont implantés, cette implantation s'accélère d'ailleurs, c'est des corners. Vous avez peut-être vu des corners boulangers chez Leroy Merlin ou chez Auchan, au BHV ou dans les Galeries Lafayette. Ils ont même fait boulanger place sur les marketplaces, à des boutiques et sur Rakuten aussi. Vous avez vu aussi des corners Decathlon chez Franprix, des corners Brico Dépôt chez Auchan ou des corners Darty chez Carrefour. Et c'est que le début, parce que les alliances entre distributeurs physiques
se multiplient, mais aussi des alliances entre distributeurs physiques et pure players. Depuis 2018, Amazon propose à ses clients, ses abonnés Prime, la livraison de produits sélectionnés par Monoprix dans les grandes villes françaises. D'abord Paris. Casino a aussi installé des casiers Amazon Lockers dans plus de 1000 magasins. Et tous ces produits sont disponibles à la vente sur Casino. Côté Carrefour avait annoncé en 2018 un partenariat avec Google pour générer 250 à 280 millions de revenus incrémentaux en 2020. Et en novembre 2022, Carrefour s'est carrément associé au géant Publicis pour créer une joint venture sur le retail média. Ça s'appelle Carrefour Links et cette société va vendre des solutions médias et surtout des solutions data à des annonceurs qui s'appuieront directement sur vos transactions, sur les données de transaction des clients. C'est un marché qui est en plein essor. Il va dépasser celui de la publicité télé aux États-Unis d'ici 2025, notamment grâce à l'explosion pendant le Covid de l'utilisation de Apple Pay et aussi grâce aux bases de données des programmes de fidélité des distributeurs qui permettent de collecter des données transactionnelles sans passer par, vous savez, les cookies tiers sur les sites internet. Les retours sur investissement, c'est-à-dire les taux de conversion, sont bien plus élevés dans cette publicité que pour les annonceurs classiques. Et en plus, les annonceurs en profitent pour reprendre le contrôle sur leurs relations clients en mettant en place des stratégies médias qui, justement, anticipent la fin des cookies tiers sur Internet, notamment avec les réglementations européennes ou américaines qui évoluent pour la première fois depuis 20 ans. Le référencement aussi sur les marketplaces tiers s'accélère. Rakuten, qui est un géant japonais, qui avait racheté le français Price Minister, propose du click and collect chez des enseignes partenaires et un quart des volumes de vente de sa marketplace était déjà concerné par le click and collect en 2019. En 2020, Rakuten a lancé un service qui s'appelle Rakuten Ready et qui prédit carrément l'heure d'arrivée exacte d'un client dans le point de vente grâce à une intelligence artificielle qui a été développée et qui compare les comportements d'achat de millions de clients. L'arrivée du social shipping sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, transforme aussi la donne et va creuser les différences, principalement sur TikTok et sur Snapchat. En 2020, c'est la plateforme canadienne Shopify, la leader des plateformes de e-commerce, qui a signé des partenariats avec TikTok et aussi avec YouTube pour que son million de boutiques en ligne puissent vendre leurs produits directement à l'intérieur des vidéos des réseaux sociaux. La place croissante des influenceurs, c'est un marché hallucinant qui est passé de 6,5 milliards de dollars à 20 milliards en un an seulement durant les confinements de 2020. Et les influenceurs, ce sont finalement les alliés de la plateformisation de la distribution, ce qu'on appelle le drop shipping. Ça présente évidemment un risque majeur pour les enseignes, celui d'être dépossédés de leur relation aux clients, et ça présente un risque majeur pour les consommateurs, celui d'acheter des produits merdiques sans avis ou sans conseil. On l'a vu avec l'attaque du rapport Booba et celui de Bercy sur ce principe de vente du dropshipping. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en capturant la donnée, les distributeurs ont une connaissance du client. Et c'est aujourd'hui la principale source de croissance et même déjà une bonne partie de leur marge. Seulement, les méta-marketplaces, comme on dit, Facebook et autres, jouent du transfert de la demande vers leurs gigantesques audiences pour vendre de la visibilité à ces enseignes qui cherchent un effet d'aubaine. Google Shopping, par exemple, a été lancé à l'été 2019 et il permet de faire des commandes multi-marchands parmi les catalogues de 5500 vendeurs référencés. Et en France, Auchan, Boulanger, les Trois Suisses, Allo Pneus ou le libraire chapitre.com se sont engouffrés dans Google Shipping. Google propose 18 univers de produits. C'est quasiment aussi large qu'Amazon. Vous avez l'électronique, la maison, le jardin, la santé, la beauté, les jeux, les jouets, le bricolage, les outils, les articles pour la maison, l'habillement, l'alimentation bien sûr, les sports, les activités de plein air, les produits pour bébés, pour enfants, même les articles pour les animaux de compagnie, l'animalerie, l'automobile, la librairie, les films, la musique, les fournitures scolaires, les fournitures de bureau, les accessoires de voyage, la bagagerie, les arts plastiques bien sûr, les loisirs créatifs, les articles de fête, les instruments de musique même sont sur Google Shopping. Même le business industrial, c'est-à-dire les fournitures de bureaux et d'entreprises, se trouvent déjà sur cette méta marketplace. Et comment Google fonctionne? Elle propose à ses vendeurs de payer de la publicité, c'est son modèle depuis le départ, pour mettre en avant ses produits. Mais contrairement à Amazon Marketing Service, qui gère la marketplace d'Amazon, elle ne propose pas encore en tout cas,
à ses clients de déployer des services de livraison, de devenir un logisticien. Et d'ailleurs, ces Meta Marketplace, que l'Union européenne appelle les plateformes systémiques, sont rentrées dans un bras de fer avec la Commission européenne. Ces plateformes, selon la Commission, ce sont celles qui touchent plus de 45 millions d'utilisateurs en Europe, c'est-à-dire 10% de la population européenne. Et la Commission européenne fait rentrer en vigueur en février 2024 un tout nouveau règlement, le premier depuis plus de 20 ans, sur les services numériques. Il s'appelle le Digital Service Act. Et il donne un aperçu du pouvoir présent, surtout du pouvoir futur de ces grands acteurs du numérique sur la distribution européenne et mondiale. La Commission européenne doit installer une structure de surveillance qui pourra imposer des obligations contraignantes, à l'échelle de l'Union européenne bien sûr, à tous les contrôleurs d'accès de l'Internet, ceux qui contrôlent le trafic vers les distributeurs, ce qu'on appelle les gatekeepers. Et dans le même temps, on voit qu'une majorité de consommateurs français veulent se redéfinir, veulent définir leur consommation de manière différente, vont vers une consommation qu'on appelle plus responsable. C'est le fameux monde d'après, vous savez, qui n'a pas suivi seulement le Covid, mais qui a suivi une très longue prise de conscience tout au long des années 2010. On le voit à travers plusieurs exemples. Le premier, c'est le recours au marché de l'occasion. Et plus largement, la consommation collaborative qui a explosé bien avant la crise du Covid. Vous connaissez évidemment le covoiturage, mais en 2019, 802 000 tonnes de produits d'occasion avaient été vendus en France. C'était déjà une hausse de 40% en 3 ans. Et c'est un marché qui pèse quand même 7 milliards d'euros. La proportion des Français qui ont acheté un produit de seconde main, comme on dit, est passée de 17% en 2005 à 60% en 2019. Évidemment, entre les deux, il y a eu une crise économique, mais c'est quand même majeur comme phénomène de société et comme transformation de la distribution. L'occasion, par exemple, dans la vente de meubles, c'est 15% du marché. C'est 30% des Français aussi qui achètent des vêtements d'occasion en 2018 et 2 100 000 smartphones reconditionnés qui ont été vendus en 2018, ce qui représente plus de 10% du marché à l'époque où la vente des smartphones neufs reculait. Comment ça a été possible? D'abord par le développement de plateformes numériques gigantesques. On connaît tous le Bon Coin, 29,5 millions de visiteurs uniques en juin 2020, au moment du Covid. Vous connaissez aussi Back Market, vous connaissez Rakuten, Vinted. Vinted, c'est 13,5 millions de visiteurs uniques mi-2020, à 3/4 via son application mobile. Et c'est une petite plateforme, une start-up lituanienne, donc Vinted, qui est le 3e e-commerçant français en août 2020 en termes de volume d'affaires. Derrière Amazon et derrière Cdiscount, mais devant Apple, devant Fnac, devant Darty. Et depuis d'ailleurs, Vinted s'est diversifié sur plusieurs marchés. Le marché de la décoration, le marché de la maison, en proposant du linge, du textile de maison, des miroirs, de l'encadrement, des arts de la table, et même des livres ou des bougies d'occasion. Les associations ont aussi joué un rôle considérable, notamment les fameuses AMAP. Vous savez, c'est les associations de maintien de l'agriculture paysanne. Il s'en est construit plus de 3000 en France depuis 2001, qui organisent la relation directe entre des producteurs, paysans, et des consommateurs, notamment dans les centres-villes. Ces achats, cette nouvelle consommation, elle est dictée en fait davantage par des préoccupations économiques que par des préoccupations sociales ou écologiques. Mais les trois existent et coexistent, cohabitent. C'est une récession durable, peut-être souhaitable, qui creuse quand même toutes les inégalités de revenus. Et les conséquences économiques de l'invasion de l'Ukraine vont participer de dégrader très durablement les fondamentaux de la consommation en France. On voit par exemple que les indépendants ont vu leurs revenus se dégrader. On voit aussi les employeurs qui sont dans une forme de modération salariale face à une très très forte inflation qu'ils ne pourront pas suivre. Et ce phénomène en fait sur les revenus ne fait qu'accélérer un phénomène de déclassement qui, après le confinement, malgré le quoi qu'il en coûte, a quand même eu des effets dévastateurs. Et les 2/3 des 46,5 milliards d'euros d'épargne de surplus qui avaient été accumulés entre mars et août 2020 pendant les confinements sont détenus par seulement 20% des Français les plus riches, tandis que les 20% des ménages les plus modestes avaient dû globalement s'endetter pour passer les confinements. C'est ce contexte-là qui favorise, comme après la crise économique de 2008, la recherche décomplexée de la bonne affaire, vous savez, les radins malins. Et ça favorise évidemment l'émergence, l'accumulation pour des réseaux discount, hard discount, et notamment un créneau d'équipement de la maison qu'on appelle les bazars.
le revenu cumulé des 9 réseaux leaders du bazar a connu une progression annuelle de 20% sur la période 2013-2018. Ils ont réussi à augmenter encore leur surface de vente en renouvelant très largement leur clientèle, notamment en attirant les fameux déclassés. Ça a transformé évidemment le visage de l'appareil commercial français, le visage de la périphérie, de la banlieue française, mais ça a aussi transformé le visage politique du pays. On a vu des magasins de périphérie, les Jiffy, les Action, faire timidement leur entrée dans les centres-villes, mais surtout, on a vu Lidl être désigné meilleure chaîne de magasins de l'année pendant 11 années consécutives, et la série est en cours. On a vu Lidl devancer Casino, un acteur historique, en ayant plus de 8% de part de marché dans la distribution française. Aujourd'hui, l'enseigne allemande se situe, selon les chiffres de Kantar, derrière les géants Leclerc, qui domine toujours la distribution en France avec plus de 22% de part de marché, derrière Carrefour, qui est autour de 20%, les Mousquetaires, 16%, Système U, 11%, et Lidl va carrément talonner Auchan, qui est à 9% et qui est en perte de vitesse. D'ailleurs, on voit que le commerce de détail est, comme toujours, le premier indicateur, le signal faible de la divergence politique d'un pays. En 2023, il a marqué le pas en volume parce que le commerce était plombé, à la fois par le durcissement des arbitrages de consommation des citoyens, mais aussi par l'inflation qui les a contraints à le faire. On a observé d'ailleurs que certains ménages réorientaient une partie de leur budget de leur consommation de produits vers celle de services, les voyages, les activités culturelles ou sportives, les restaurants, tandis que d'autres carrément reportaient des dépenses d'équipement ou rognaient au maximum sur ce qu'on appelle les achats plaisir, les achats un peu inutiles, parce que l'inflation était trop forte et qu'il n'y avait aucun phénomène de compensation. En 2022 d'ailleurs, c'est l'inflation, c'est le fameux effet prix positif, notamment sur la vente, vous savez, des carburants, qui a permis au commerce français de croître de 9% en valeur, pas en volume.